Bonjour et bienvenue dans cette vidéo spéciale d'Archéolocrix. Y'a quoi de spécial? Tu vas retirer ton chapeau? Non, je veux dire par là, pas de terrain, pas d'aventure. Aujourd'hui, nous allons parler des techniques acquises durant la préhistoire. Mais pour que ce soit un petit peu plus fun, Ouais, parce que là, je m'emmerde déjà. on va utiliser en fait un bel arbre technologique d'un jeu de gestion bien connu. Néolithisation 5, wouhou! Allez, c'est parti. Voici donc l'arbre technologique dont nous allons parler. Façon raccourcie pour dire que c'est l'ensemble des innovations, des progrès, des inventions majeures, appelez ça comme vous voulez, qui se sont produites des premiers hommes jusqu'à la fin de la préhistoire. Ce que je vous propose, c'est une manière de voyager à travers la préhistoire, comprendre les innovations qui ont fait avancer la civilisation humaine et en fixant des dates sur tout cela. Après avoir vu cette vidéo, vous aurez ainsi une vision beaucoup plus claire et globale sur la préhistoire. Commençons donc par le plus ancien, le paléolithique ou âge de la pierre taillée. Il commence donc il y a environ 2,7 millions d'années, au moment où l'homme conçoit ses premiers outils en pierre taillée. Ce progrès est donc un marqueur du début de cet âge, d'où la petite étoile que j'ai notée. J'ai également associé la chasse et la cueillette, bien qu'elles ne soient pas des inventions, mais des moyens de survie, et ça permet néanmoins de fixer les habitudes d'alors, que les premiers hommes étaient des chasseurs-cueilleurs. Alors attention, il y a 2,7 millions d'années, il ne s'agit pas de notre espèce d'homme, Homo sapiens, mais de Homo habilis, l'homme habile. C'est pour ça que je vais commencer par parler des différentes espèces humaines qui se sont succédées durant le Paléolithique. Loin d'être une bête suite logique d'une espèce succédant à une autre, l'arbre humain est relativement complexe et aujourd'hui encore tenter d'en dessiner une représentation générale est clairement pas évident. Voici ici en tout cas juste une suite des dispositions dans le temps de quelques-unes des espèces principales. Et vous remarquerez qu'à certaines époques, plusieurs espèces d'Homo ont vécu au même moment sur la planète. Ainsi, on a Antécessor, Ergaster et Erectus qui ont pu fouler le sol de la Terre à une période commune. Ou encore, et c'est plus important, Homo sapiens a fréquenté l'homme de Néandertal en Europe, l'homme de Denisova en Asie et l'homme de Flores. Ces derniers étant des hobbits mesurant 1 mètre à 1 mètre 10 et vivant isolés sur l'île de Flores en Indonésie. Alors pourquoi je dis que c'est important? Car non seulement ils ont vécu à des périodes communes, mais nous savons à présent par des études génétiques et des preuves qu'à l'occasion, ils se sont hybridés, reproduits entre eux. Ainsi, Néandertal et Denisova, proches cousins, se sont hybridés entre eux, mais également, il faut savoir que les Européens partagent environ 2% de patrimoine génétique avec Néandertal. Les Papous, aborigènes d'Australie et les peuples d'Asie du Sud-Est partagent jusqu'à 5% du patrimoine de Denisova. Et les Sherpas du Tibet tiennent leur haute adaptation à l'altitude tout droit d'un variant d'un gène de Denisova. Homo sapiens actuel est donc un résultat d'un petit mélange avec ces anciennes espèces aujourd'hui disparues depuis un peu plus de 40 000 ans. Revenons maintenant à notre arbre des innovations. La plupart auront lieu au Paléolithique supérieur, c'est-à-dire à la fin de celui-ci. Premier point à aborder, la naissance de l'art pariétal. La plus ancienne peinture connue est en Espagne et est datée d'environ moins 64 000. Étant donné qu'à cette époque Homo sapiens n'était pas encore en Europe, cette peinture est donc à attribuer à Néandertal. Pour ce qui est de la plus ancienne trace de peinture pratiquée par Homo sapiens, elle a été découverte il y a peu en Indonésie, sur l'île de Sulawesi, et serait datée d'environ moins 43 000, soit près de 20 000 ans plus tard. D'ailleurs, à propos de toutes les dates abordées ici, je tiens à préciser qu'elles sont tirées des plus anciennes observations connues et exprimées en temps avant Jésus-Christ. Mais rien ne garantit que d'autres découvertes ne viendront pas les chambouler plus tard. Qui plus est, l'exactitude peut être parfois très approximative, mais sur des échelles de temps aussi vastes, nous ne sommes pas à quelques siècles près. Dites-vous dans tous les cas que ça vous donnera déjà un très bon aperçu général. La phytothérapie, le fait de se soigner des petits maux par les plantes et donc la connaissance des vertus des plantes, remonterait à environ moins 45 000 ans. On a en effet, par analyse génétique de l'ADN piégé dans une plaque dentaire fossile néandertalienne qui souffrait d'un abcès dentaire, des traces d'acide salicylique, soit d'aspirine, et de pénicilline.
Le travail sur os, le fait de les tailler, les sculpter pour les utiliser, remonte à environ moins 40 000 ans, ce qui a amené du coup à l'invention de la musique. Les plus anciennes flûtes en os remonteraient à environ moins 38 000 ans. Et l'invention de la couture grâce à des aiguilles en os est à moins 25 000. Le chien a été domestiqué à partir du loup il y a environ 35 000 ans avant Jésus-Christ, et il s'agit de la plus ancienne domestication animale pratiquée par l'homme. Alors qui a dit aussi que l'homme préhistorique ne buvait pas ? Il semblerait que les premières traces très archaïques de brassage de bière remontent à moins 30 000 ans en laissant fermenter les plantes ramassées et non encore cultivées dans des cuves en pierre. Alors tout ce paléolithique s'achèvera donc à la fin de la dernière glaciation. Le recul des glaces provoquera une remontée du niveau de la mer et des changements climatiques importants, ainsi qu'une migration des troupeaux qui du coup impactera fortement les populations humaines dans leur manière de vivre. Tout de suite, une page de pub. Préhistomag, le magazine qui vous facilite la survie. Histoire vraie, je sors avec un néandertalien. On a testé l'épilation oxylect. Mode, osez le string en fibre d'ortie. Cannibalisme, comment cuisiner vos visiteurs pour les fêtes. Bien-être, massage au gourdin, pour ou contre. Beauté, toutes nos astuces pour bronzer par moins 30. Santé, 40 conseils pour dépasser la vingtaine. Un mensuel de l'an 17 000 before present au prix de 3 cailloux seulement. Nous passerons alors au Mésolithique. Un des progrès marqueurs de cette période étant le fait que les hommes, jusque-là nomades, commencent doucement à se sédentariser. Ce n'est toutefois qu'une sédentarisation partielle, avec des constructions de hameaux saisonniers permettant de se déplacer au gré des saisons selon les habitudes de chasse. Autre innovation datant du tout début du Mésolithique ou à la fin du Paléolithique, c'est la création de l'arc. Les premières pointes de flèches taillées remonteraient à moins 15 000 ans. Enfin, l'invention de la pirogue a été faite par un peuple encore ancré dans le Mésolithique, malgré la date, d'où sa position ici. La pirogue étant une embarcation faite à partir d'un tronc creusé, il s'agit du tout premier bateau conçu par l'homme, et l'évolution de la pirogue avec l'ajout de voiles permettra en Océanie l'exploration par l'homme des différentes îles. Passons à présent au Néolithique. Franchir cette étape a été une vraie révolution pour les civilisations. À partir de là, les dates indiquées sont principalement liées au berceau du Néolithique, c'est-à-dire le Proche-Orient, dans ce qui est appelé le croissant fertile. Il comprend notamment la Mésopotamie située en actuel Irak. La néolithisation des peuples étant partie de ces régions pour se diffuser petit à petit vers l'Europe centrale, puis l'Europe de l'Ouest. Ainsi, pour avoir les bonnes dates de la plupart de ces innovations au niveau de la France, pour simplifier, vous pouvez rajouter entre 1500 à 2000 ans. Commençons par la définition du néolithique ou âge de la pierre polie. Il convient donc de parler de l'utilisation plus répandue de la pierre polie, notamment pour former des haches. Bien que le polissage existait déjà auparavant, le néolithique la généralise davantage. La pierre taillée ne disparaît pas pour autant et est toujours utilisée pour de nombreux outils. Au même moment, l'homme achève de se sédentariser pour de bon avec la construction de villages. En Europe, les maisons de forme allongée sont bâties en pierre sèche ou en torchis avec un toit en chaume soutenu par des poteaux de bois. Un des plus grands villages néolithiques d'Europe, en Italie à Passo di Corvo, s'étalait sur 40 hectares et abritait environ 35 familles, soit 200 personnes. Ou encore ici, ce plan d'un village de 7 hectares à Pilani regroupe près de 100 maisons, mais réparties sur une vingtaine de villages successifs se superposant. Au berceau du néolithique, les villages sont toujours de plus en plus imposants au cours du temps. Çatalhöyük, en Anatolie, la Turquie occidentale, les maisons sont construites en panneaux de briques crues maintenus par des chaînages en bois et en enduit d'argile. Les gens circulent sur les toits pour entrer dans les différents habitats. Au 7e millénaire avant Jésus-Christ, on estime sa taille entre 12 et 15 hectares pour près de 1000 maisons accolées les unes aux autres et près de 5000 habitants. Si les peuples commencent à s'installer dans des villages, c'est grâce à deux autres innovations majeures, le début de l'élevage et de l'agriculture. Ainsi, on trouvera les premiers moutons, le mouflon corse étant ce qui est de plus près de ce qu'étaient les moutons de l'époque, mais aussi les premiers bovidés à partir de l'auroch, ou les premières chèvres, et les porcs à partir des cochons sauvages.
Au niveau des cultures, ce sera le blé, l'orge, puis les pois, fèves et lentilles. Mais les animaux et plantes changeront en fonction des différents foyers de néolithisation dans le monde. Ainsi en Asie, le riz et le millet seront cultivés et en Amérique latine, le lama fera partie des animaux d'élevage. Le foyer de néolithisation du croissant fertile étant considéré comme le plus ancien au monde et daté d'environ 9000 ans avant Jésus-Christ. En France, cela sera bien plus tard, aux alentours de -5000. L'homme n'est désormais plus seulement chasseur-cueilleur, mais produit sa propre nourriture. La dernière innovation qui sert de marqueur au néolithique est l'invention de la poterie. La céramique est très importante pour les archéologues. En effet, de par leur forme ou décoration, il s'agit des seuls véritables marqueurs fossiles archéologiques, c'est comme ça qu'on appelle ça, permettant d'identifier les cultures établies dans une région sur une durée et ainsi du coup les migrations des techniques à travers l'Europe en suivant la datation d'un style graphique par exemple. On peut poser à -7000 les premières céramiques découvertes. Vers la même période, on estime la véritable diffusion de la viticulture et donc du vin, même si là encore quelques exemples particuliers de vins plus anciens peuvent être notés. En -5000 environ, on peut noter l'apparition des soins dentaires. À cette époque, il s'agissait d'obturation dentaire à la cire d'abeille ou même encore le fait de creuser les cavités cariées. Enfin, très important, l'apparition des rites funéraires et du mégalithisme en Europe. Les dolmens étant des tombes collectives vont se répandre petit à petit, ainsi que tout ce qui est tumulus, hypogée et les cromlechs bien plus tard. De même que les menhirs, plus mystérieux dans leur utilité. Toutes ces œuvres mégalithiques sont bel et bien une invention d'Europe de l'Ouest, et même de Bretagne. On estime les plus anciens cairns datés d'environ -4700 avant Jésus-Christ. Des constructions parfois énormes, avec des pierres pesant plusieurs dizaines ou centaines de tonnes, bien avant toute construction majeure dans le reste du monde. Nous sommes en effet près de 2000 ans avant les pyramides d'Égypte. Sujet passionnant que les mégalithismes, et il y aurait bien des choses à en dire, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, passons donc à la suite. La fin du néolithique est appelée néolithique tardif ou chalcolithique qui signifie âge du cuivre. Devinez pourquoi, hein? L'innovation majeure de l'âge du cuivre est en effet la première métallurgie, celle du cuivre. On trouve aussi ce qu'on appelle du bronze arsenier, qui n'est pas vraiment du bronze à proprement parler, mais un alliage de cuivre et d'arsenic, le rendant un peu plus résistant que le cuivre brut. Mais il y a également des traces d'utilisation d'or ou d'argent. Ces métaux étaient utilisés pour des petits objets, utilisés plutôt pour des parures de personnages importants, tels qu'on a pu retrouver dans certaines sépultures. La religion mésopotamienne fait également son apparition à cette époque. Le panthéon polythéiste mésopotamien commencera à se développer pour être pleinement vénéré à la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, avec le développement de vastes temples. Ce panthéon, comprenant notamment la déesse Ishtar, atteindra par moments des centaines de divinités dont les noms peuvent varier localement ou selon les époques, mais dont les attributs sont identiques. Cette religion perdurera dans la région pendant plus de 3000 ans. Se développent également les techniques de maçonnerie qui vont permettre de construire des édifices de plus en plus imposants, bien que là encore on parle de généralisation de la technique et l'utilisation de pierres massives, car certains édifices construits en pierre existent déjà localement depuis des milliers d'années, comme la fameuse tour de Jéricho datée d'environ -8000, ou le site de Göbekli Tepe en Turquie, encore plus ancien. Enfin, notons que c'est à cette période que date la domestication du cheval, qui pour le coup n'est pas originaire du Moyen-Orient, mais proviendrait des steppes orientales au nord du Kazakhstan, qui auraient importé la technique au fil de migration. Même si du proto-élevage plus ancien a pu exister, c'est bien aux alentours de -4000 que l'on note vraiment l'expansion de la domestication de cet animal si utile, plus noble conquête de l'homme comme il est souvent dit. Vers -4200, à la fin du néolithique, les traces des plus anciens textiles ont été découverts en Turquie et en Palestine. Les premiers métiers à tisser sont extrêmement basiques et s'amélioreront durant tout l'âge du bronze avant de ne plus évoluer jusqu'au Moyen-Âge. Encore de la pub. Crix Tipex Néolithisation 5. Le nouveau jeu de gestion humaine à travers les âges préhistoriques. Débutez à l'origine de l'humanité et construisez vos premiers outils.
Évoluez et construisez les premiers villages, découvrez l'agriculture et l'élevage. Faites des découvertes pour améliorer votre civilisation à travers un arbre technologique de près de 50 innovations. Ça me dit quelque chose? Chut, faites la guerre et devenez le plus puissant et avancé. Y a pas un jeu déjà comme ça? Si tu continues, je vais tellement te néolithiser la gueule que tu vas ressembler à une pierre taillée. Choisissez entre les Acadiens, Assyriens, Égyptiens, Grecs. Ouais, on dirait si peuple, connais pas. Tu disais? Ça a l'air très bien. Crix Tipex Néolithisation 5. En vente pas cher du tout, mais avec la moitié des techs et civilisations en contenu additionnel à payer à crédit sur 3 générations. Un jeu EA Twix dans ta gueule. Il ne nous reste plus que 2 âges à voir qui nous rapprochent de plus en plus de l'Antiquité. Et d'ailleurs, selon les régions, ils en feront partie. Comme vous le voyez, le prochain marqueur important est l'évolution de la métallurgie avec la production du bronze, c'est-à-dire un alliage de cuivre et d'étain. Ce métal plus solide que le cuivre brut va permettre la conception d'outils plus évolués. C'est ainsi qu'un peuple possédant la maîtrise du bronze rentre donc dans l'âge du bronze. Les prémices du travail du bronze sont estimées aux alentours de moins 3700. En Mésopotamie, les villages continuent de grossir, tellement qu'au-delà de plusieurs milliers d'habitants, il n'est pas raisonnable de parler encore de villages. Surtout quand les plus vastes se dotent d'ouvrages spécifiques, comme des remparts, des monuments, des temples, voire des palais. C'est alors la naissance des villes. En basse Mésopotamie, la culture est centrée autour de la cité d'Uruk, qui donnera son nom à une période, la période d'Uruk, source d'encore bien des innovations ou améliorations d'inventions antérieures, telles le tour de potier, alors que la céramique était auparavant façonnée à la main. Cette période mettra en place tous les fondements de la civilisation mésopotamienne antique. Pour revenir à la cité d'Uruk, à son apogée vers moins 3000, elle aurait atteint 230 à 500 hectares pour une population entre 25 000 et 50 000 habitants. Cette époque abrite les ébauches de bien d'autres cités qui se développeront dans les siècles et millénaires suivants, comme Kish, Ur, Nippur ou Ninive. Babylone, pour sa part, sera fondée bien plus tard, au début du 2e millénaire avant notre ère. Ces vastes cités centrales auront tôt fait de devenir des cités-États indépendantes, commerçant avec leurs voisines, voire au fil des époques, songeant à se forger leur propre empire, comme l'empire acadien, assyrien ou babylonien. C'est donc la naissance de la notion d'État aux alentours de moins 3200 et avec cela le début des guerres. Bien sûr, les conflits existaient déjà auparavant entre villages ou populations dès l'âge du cuivre pour s'approprier les ressources en métal par exemple, considérées comme précieux. Mais avec une structure vaste aux multiples possibilités qu'offre une cité-État, on peut dire qu'on change d'échelle dans les conflits. D'ailleurs, les premières épées en bronze arsenier, cet alliage de cuivre arsenic, ayant été conçues vers moins 3300. Et bien sûr, avec l'établissement des villes, la complexification du commerce est apparue naturellement l'écriture vers moins 3300 en pleine période d'Uruk. Les plus anciennes tablettes cunéiformes retrouvées sont des suivis comptables pour le commerce, généralement symbolisant des produits et valeurs numériques associées. Les tablettes de Kish, de 200 ans plus anciennes, sont des prototypes de l'écriture à venir et sont déjà liées à l'économie. Mais l'écriture ne sera pas dédiée qu'à l'économie. Ainsi, on découvrira notamment à Ugarit, en actuelle Syrie, les chants ourites, une collection de musique inscrite sur des tablettes cunéiformes datées de moins 1400. L'une de ces tablettes, presque complète, a pu petit à petit être transcrite en partition par des paléomusicologues et a été nommée Hymne Urita Nikal numéro 6. Nikal étant la déesse des vergers, il s'agit du morceau que vous écoutez en ce moment et depuis le début de cette partie sur l'âge du bronze. Ce qui est particulièrement exceptionnel et émouvant à cette écoute, c'est de se rappeler de l'âge de cette musique, 3400 ans, et que vous n'écouterez probablement jamais rien de plus ancien. Ces écrits sont appliqués sur de l'argile fraîche à l'aide d'un coin de bois pour former les différentes figures associées entre elles pour donner des idéogrammes. L'apparition de l'écriture est par définition ce qui permet à une civilisation de quitter la préhistoire et d'entrer dans l'histoire. Ainsi, la Mésopotamie, dès sa maîtrise répandue de l'écriture, entrera dans sa première période historique, l'Antiquité. Mais ce sera loin d'être le cas partout dans le monde. Et en Europe de l'Ouest, l'Antiquité sera bien tardive, qu'au moment de l'invasion des Romains,
qui apporteront l'écriture et toutes leurs techniques. Néanmoins, on parle aussi de proto-histoire pour tous les peuples ne possédant pas l'écriture, mais mentionnés dans les écrits des civilisations la possédant. Ce sera le cas notamment des nombreux peuples voisins des Grecs et des Romains. La roue, grande innovation s'il en est, a été conçue vers moins 3200 et les premiers modèles étaient en pierre. Chariot pour le commerce, chars de guerre tirés par des chevaux, la roue va encore faciliter les déplacements humains à travers les territoires. Ces facilités de déplacement inaugurent également le commerce longue distance vers moins 2700, notamment pour les minerais de cuivre et d'étain, le bronze étant devenu capital pour les civilisations évoluées de cette époque. Et qui dit commerce, dit monnaie. Alors si personne n'utilise encore de pièces de monnaie, la monnaie scripturale apparaît, écrite sur des tablettes pour tenir les comptes de dettes ou de sommes payées. Avec l'écriture et la monnaie scripturale, les calculs vont se complexifier et donner naissance aux mathématiques vers moins 2000. Loin de se contenter des 4 opérateurs, les mathématiciens mésopotamiens avaient de hautes connaissances en arithmétique et en géométrie, dont des théorèmes que nous attribuons habituellement tous aux Grecs, qui les ont en fait réinventés par la suite. Les bateaux évoluent et apparaissent les barques cousues à voile vers moins 2500, telles qu'on en verra énormément en Égypte, certaines de taille conséquente, telle la barque solaire de Khéops. Barque ici certes pas utilisée pour la navigation, puisque destinée aux défunts, mais on peut se douter que des modèles semblables étaient utilisés dans la navigation. Il s'agit donc de barques de planches de bois cousues entre elles pour les serrer, permettant ainsi la formation d'une coque bien plus vaste. On peut noter enfin la création des épées en vrai bronze, donc cuivre et étain, et non plus en simple bronze arsennier vers moins 1800. Ainsi que la mise en place de diagnostics médicaux avec toute une méthodologie médicale pour les soins. Le plus ancien texte faisant référence à la médecine étant le Code d'Hammurabi, un texte juridique du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, réglementant notamment les questions d'honoraires du médecin et ses risques pénaux en cas de faute professionnelle. Enfin, je terminerai l'âge du bronze par un retour en Europe centrale avec la diffusion de la culture des tumuli à partir de moins 1600. Il s'agit d'une culture pratiquant donc des sépultures par inhumation d'un corps, bien plus souvent seul qu'auparavant, et surmonté d'un petit tumulus en terre. Passons maintenant au dernier âge de la préhistoire, l'âge du fer. Vous l'aurez deviné, une civilisation rentre dans l'âge du fer quand elle maîtrise et diffuse la métallurgie du fer. On estime donc son apparition à la fin du 2e millénaire vers moins 1100. Plus exigeant, nécessitant des fours à plus haute température, le fer est néanmoins encore plus solide que le bronze et va le remplacer petit à petit dans les outillages. Le bronze restant pour les objets plutôt d'apparat. Mais cette transition ne se fera pas sans douleur. En effet, l'Orient méditerranéen est frappé par ce qui est appelé l'effondrement de l'âge du bronze entre moins 1200 et moins 1150. Certains auteurs n'hésitent pas à parler du plus grand désastre antique, pire encore que la chute de l'Empire romain d'Occident. Des civilisations entières s'écroulent et disparaissent. De multiples théories, sûrement complémentaires, sont avancées pour expliquer cette période d'effondrement. Invasions diverses par les peuples de la mer, ou des invasions terrestres comme par les Phrygiens, sécheresses exceptionnelles, éruptions volcaniques et séismes, des changements dans l'art de la guerre et l'introduction du fer qui rend obsolètes les armes en bronze. Bref, l'effondrement de l'âge du bronze marque la fin de la civilisation mycénienne, la Grèce plongeant alors dans l'âge sombre pour près de 300 ans. De même pour la civilisation minoéenne en Crète qui disparaît. L'empire hittite en Anatolie est anéanti, ainsi que l'ensemble des villes côtières de la Méditerranée orientale, telle Ougarit, la ville de la musique, écoutez plutôt, détruite aussi. C'est également la fin de la dynastie cassite en Babylonie. L'Égypte échappe de peu au désastre définitif comme les autres, mais le nouvel empire, qui est jusqu'alors considéré comme l'âge d'or de cette civilisation, est en faillite et ne cesse de régresser. La 20e dynastie s'achèvera finalement avec Ramsès XI, et l'Égypte s'effondrera alors à son tour et entrera dans sa 3e période intermédiaire dénuée de pharaons. Le désastre généralisé coupe les voies commerciales et impacte fortement le développement culturel. L'écriture même sera perdue dans certaines régions, comme durant l'âge sombre grec qui suivra. Il est possible que des mythes tels celui de l'Atlantide
prennent ses origines de ces effondrements de civilisation. Il faudra quelques siècles pour que le monde se reconstruise et que de nouvelles civilisations antiques réémergent. Faisons donc un petit bond en avant dans l'âge du fer au moment où les innovations reprennent. La marine continue à évoluer, notamment grâce au commerce qui a repris. C'est la période où les Phéniciens, peuple de l'actuel Liban, vont sillonner la Méditerranée en longeant les côtes pour commercer avec les nombreux ports, tout en installant eux-mêmes des comptoirs à Chypre, en Anatolie, en Crète, en Sicile et Sardaigne, en Corse, en Espagne et en Afrique du Nord. Un de ces ports-colonies prendra tellement d'importance qu'il développera sa propre civilisation spécifique en absorbant toutes les ex-possessions phéniciennes de la Méditerranée occidentale. Il s'agit de Carthage. Le sel est utilisé depuis le néolithique par les différents peuples pour la conservation des aliments. Mais il s'agit de sel gemme, la halite, ce sel fossile, minéral, que l'on extrait directement dans une carrière. Vers -800, on estime le développement du sel de palude, c'est-à-dire issu de marais salants, par évaporation de l'eau de mer. Au début, cela était pratiqué en versant de l'eau de mer dans des creusets d'argile chauffés au bois. En France, le sel du bassin d'Arcachon vers la dune du Pilat remonterait à -600. La monnaie fiduciaire, c'est-à-dire avec des pièces, apparaît vers -650. Elle est l'œuvre de Grecs d'Asie mineure. Les pièces sont alors en électrum, un alliage d'or et d'argent, et calibrées pour faire le même poids. L'expression « toucher le pactole » évoque le fleuve Pactole de Lydie, où sont extraites les pépites faites d'un mélange d'or et d'argent, qui servait donc à fabriquer les pièces. Le mythe du roi Midas est également à relier à cette rivière et cette naissance de la monnaie. Crésus, le richissime roi du VIe siècle avant Jésus-Christ, fonde un système bimétalliste grâce au progrès de la métallurgie permettant désormais de séparer l'or de l'argent. Il frappe donc des statères d'or et des statères d'argent. Revenons un peu à l'élevage. Cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de nouvel animal. Eh bien la volaille, la poule en particulier, sera apprivoisée en cette période vers -650 en Europe et au Proche-Orient. Mais la domestication du coq doré provient d'Asie, où là-bas la technique remonterait à environ -6000, faisant donc partie des premiers animaux domestiqués dans le foyer de néolithisation asiatique. La médecine apparaît vraiment en tant que telle avec le corpus hippocratique grec qui contient des manuels, études, des notes et des essais sur des sujets de médecine. Ces textes de référence dans le domaine traverseront les âges jusqu'à aujourd'hui encore. Enfin, si le verre décoratif existe depuis longtemps, le verre soufflé n'apparaît que vers -300. La technique utilisant la canne à souffler étant attribuée aux Phéniciens ou aux Babyloniens, permettant la mise en forme de bouteilles et flacons. À cette époque, les innovations techniques et culturelles dans l'art ou l'architecture vont tellement augmenter qu'il va devenir inutile de tout énumérer. Les grandes bases étant déjà posées, la suite ne sera qu'une amélioration progressive des techniques déjà utilisées. C'est ainsi donc que s'achève notre exploration de cet arbre des innovations préhistoriques. J'espère que cette vidéo unique en son genre concentrant toutes ces informations vous aura été utile et formatrice. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Allez, salut, ciao!